À l'heure où sort cette vidéo, nous sommes le 4 juillet, et les Américains s'apprêtent à faire la fête, à aller à des parades et tirer des feux d'artifice pour fêter le jour de l'indépendance. Mais qu'est-ce que c'est, le jour de l'indépendance? Car les États-Unis ne sont pas officiellement devenus indépendants un 4 juillet. Par ailleurs, la guerre pour l'indépendance ne s'est pas terminée un 4 juillet, et la révolution en général non plus. Ah oui, parce qu'il faut le préciser, la révolution américaine et la guerre pour l'indépendance ne sont pas les mêmes choses. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, pourquoi les Américains ont-ils connu une révolution? Bref, vous m'avez compris, la révolution américaine est bien plus compliquée qu'elle n'y paraît. Et vous savez quoi? Vous aurez tout compris à la fin de cette vidéo. Commençons par contextualiser la situation. Au XVIIIe siècle, l'Empire britannique possède 13 colonies en Amérique du Nord, situées à l'est du territoire, dont les noms ne vous sont bien sûr pas inconnus, puisque la plupart sont devenus plus tard des États. Elles réunissaient plein d'ethnies différentes, avec évidemment une dominance britannique, mais aussi des Français, des Allemands, des Hollandais, etc. Et ils sont de plus en plus nombreux, ce qui explique que des tensions peuvent se créer. Nous allons commencer notre histoire en 1763, à la fin de la guerre de 7 ans. La guerre de 7 ans, on l'appelle souvent la vraie première guerre mondiale, parce que beaucoup de nations y ont participé. Mais si on se concentre sur le territoire nord-américain, parce que bon, c'est un peu le but de la chaîne, la guerre opposait les colons anglais aux colons français, qui eux occupaient la partie centrale du territoire et le nord. Donc finalement, les Français ont dû céder une partie de leurs terres aux Anglais, et l'autre partie à l'Espagne. Les Espagnols, quant à eux, ont dû céder la Floride. Ils ne sont pas totalement perdants néanmoins, puisque les Français ont en échange récupéré Saint-Pierre-et-Miquelon, et les Espagnols ont pu en plus avoir Cuba et les Philippines. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote sympa. Mais il y a un peuple que l'on oublie un peu dans cette histoire, c'est les Amérindiens. Ils ont pour la plupart soutenu les Français pendant cette guerre, et beaucoup n'ont pas accepté que leur territoire soit envahi par les Anglais, qui étaient bien plus nombreux, et un petit peu moins respectueux, ce qui a mené à quelques violentes batailles après la guerre de 7 ans. L'Angleterre crée alors la Proclamation Line, un genre de frontière qui empêche aux colons de s'étendre vers les terres amérindiennes. Les Anglais ne sont donc pas totalement gagnants, puisqu'ils ne pouvaient même pas coloniser les terres qu'ils venaient de récupérer. Notez ça, c'est important pour la suite. Ce qu'il y a donc à retenir de cette guerre, c'est qu'elle a coûté plusieurs millions de livres aux Britanniques, et qu'en plus, elle n'a presque servi à rien puisqu'ils ne peuvent même pas profiter des terres qu'ils venaient de gagner. La Grande-Bretagne ressort alors assez faible de ce conflit. Ainsi, pour renflouer les comptes, ils décident d'augmenter les taxes sur les produits importés dans les colonies, comme le sucre par exemple. Ils instaurent aussi le Stamp Act, consistant à imposer des timbres payants sur chaque papier imprimé, c'est-à-dire sur tous les journaux, sur toutes les lettres ou encore même sur les cartes de jeu, et vous vous doutez bien que cela n'a pas plu à certains. Le Stamp Act a donc été annulé après de multiples protestations. Mais le prix des taxes n'était pas ce qui embêtait le plus les colons. Ils en payaient déjà beaucoup avant, donc contrairement à ce que l'on a tendance à croire, le problème n'était pas vraiment qu'ils n'avaient pas envie de payer. En fait, ils étaient plutôt embêtés par le fait qu'il n'ait aucune représentation au Parlement anglais, donc ils n'avaient pas leur mot à dire sur ces décisions, d'où la célèbre phrase « No taxation without representation », donc pas de taxation sans représentation, en gros, vous avez compris. Ils n'avaient simplement pas envie de payer des taxes à un roi qui se trouvait à 5000 km de chez eux, et par qui ils ne sont même pas représentés. En plus de tout ça, ils avaient du mal à accepter la Proclamation Line, puisque eux aimeraient pouvoir coloniser les terres qu'ils avaient gagnées. Mais encore une fois, c'est le roi qui leur en interdit. C'est donc là le début d'une révolte des colons contre les Anglais. Il arrive qu'il y ait des émeutes. Par conséquent, le roi envoie des soldats par milliers pour faire régner l'ordre. Imaginez bien que les colons étaient pas très heureux de voir leur ville remplie de soldats. Le 5 mars 1770, à Boston, une émeute démarre entre les colons et les tuniques rouges. Les tuniques rouges, c'est comme ça qu'on appelait des soldats. Durant laquelle 5 personnes sont mortes et des soldats sont blessés. Ce jour est connu comme le massacre de Boston. Elle a fait le tour des colonies assez rapidement en tant que propagande anti-Grande-Bretagne dans certains journaux.
ce qui fait réagir un peu tout le monde. Ainsi, toutes ces taxes sont annulées, à l'exception d'une, la taxe sur l'importation du thé. En vrai, cette taxe n'était pas si terrible, puisqu'elle a même permis une baisse du prix du thé. Mais vous voyez, c'est par principe en fait, on ne touche pas au thé. Du coup, le 16 décembre 1773, des colons, déguisés en indiens, se faisant appeler les fils de la liberté, jettent l'équivalent de plusieurs millions de dollars de thé à la mer pour protester contre ces taxes. On se souvient de ce jour comme la Boston Tea Party. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que ce nom a été repris par les républicains très conservateurs aujourd'hui. Ouais, c'est pas tout à fait les mêmes. Et alors, qu'ont répondu les Anglais à ça? Bah en fait, l'inverse que ce qui était attendu. Ils ont passé une série de lois appelées par les colons les actes intolérables. En plus, Boston s'est rempli de soldats petit à petit. Et donc, qu'ont répondu les colonies à ça? La plupart ont ordonné à leurs colons de désobéir les lois, ne pas payer les taxes ou encore de se préparer à la guerre, carrément. Je passe bien sûr beaucoup de détails, mais il faut en fait savoir, en gros, que pendant plusieurs années, beaucoup se sont alors rebellés contre le gouvernement britannique, ce qui a eu comme conséquence de créer une certaine identité américaine. En septembre 1774, un congrès a même réuni 12 des 13 colonies pour discuter du boycott de ces lois. Un peu comme un gouvernement, en fait. Et c'est ça qui est important. Dans ces protestations, un gouvernement américain était en train de se créer petit à petit. Le Congrès n'est cependant pas un appel à l'indépendance. Ils veulent seulement la paix et un peu plus d'autonomie. Pourtant, partout, les gens se préparent au combat. Des milices se créent. Et d'ailleurs, je dis ça comme ça, mais retenez bien le terme milice. Ça pourra vous être utile pour plus tard. Et donc, je disais, dans ces milices, on trouve des volontaires pour combattre les Anglais pour protéger les colonies. Le 19 avril 1775, plusieurs centaines de soldats britanniques se dirigent vers Concord et Lexington pour arrêter les chefs des rebelles. Mais les milices sont au courant, l'information se répand. Les rebelles attendaient donc, avec leurs fusils, des centaines de tuniques rouges. Ils se sont rencontrés, ils ont attendu, puis ça a tiré. Et c'est à ce moment précis que la guerre pour l'indépendance débute. Un certain George Washington